Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ensemble, c'est tout. Quoi de mieux qu'un dîner pour sceller une réconciliation? Joe Biden et Emmanuel Macron se sont donc retrouvés autour d'un dîner d'État dans les jardins de la Maison-Blanche. Ils n'étaient pas seuls, mais les invités, près de 400, ont été triés sur le volet. Une réception fastueuse qui vient de s'achever. Point d'orgue de cette visite d'État du président français. Jacques Serret, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. Oui, un dîner sous une immense tente installée sur la pelouse de la Maison-Blanche. Mais une fois à l'intérieur, cela n'avait rien d'une tente, mais plutôt d'un pavillon, disons, royal. Des chandeliers soigneusement positionnés sur chaque table ovale, des bouquets de roses rouges et blanches au milieu des verres en cristal. Et des convives, je rappelle, 350 invités, tous sur leur 31. Smoking pour ces messieurs, robe de soirée pour ces dames, robe Louis Vuitton pour Brigitte Macron, Oscar de la Renta pour la First Lady Jill Biden. Et avant de déguster caviar et homard, entre autres, les deux chefs d'État, comme le veut la tradition, ont chacun porté un toast. Raising our glasses. Vive la France and God bless America. Dear Joe, laisse-moi dire, vive les États-Unis d'Amérique, vive la France et vive l'amitié entre nos deux pays. Cheers. Une soirée de gala qui s'est clôturée en musique avec quelques notes du pianiste virtuose et jazzman John Baptiste. Jacques Serret qui a assisté au toast et à cette soirée spéciale aux États-Unis. Le président Macron attendu en Louisiane aujourd'hui, dernière étape de cette visite d'État avant son retour sur Paris. On va prendre un peu d'avance sur lui. Rendez-vous 7h40 avec Alexis Guilleux. L'heure est aussi au bilan. Cette visite d'État aux États-Unis d'Emmanuel Macron n'a pas permis de dissiper tous les malentendus. Et sur le plan économique, Joe Biden a joué la clarté. Les États-Unis ne s'excusent pas de privilégier leur industrie à coup de subventions. Des réglages sont possibles, mais l'Europe peut faire pareil, dit-il. Les deux dirigeants ont en revanche parlé d'une seule et même voix sur la guerre en Ukraine. Soutien total à Kiev et maintien de l'aide militaire. Cette relation parfois compliquée entre la France et les États-Unis, c'est notre vendredi thématique sur Europe 1 toute la journée. Dans quelques minutes, Philippe Roger, historien, professeur titulaire à l'université de Virginie, interrogera cet anti-américanisme qui nous caractérise tout particulièrement en France. Pour l'heure 7h03, cette information Europe 1, l'évacuation de la colline du Crac à Paris, elle a abouti à l'expulsion de 40 clandestins. Opération menée en août dernier par un millier de policiers, plusieurs dizaines de toxicomanes interpellés, parmi eux de nombreux clandestins. Et selon vos informations, William Molinier, près de la moitié ont bien été expulsés. Oui, depuis cette action coup de poing, 40 consommateurs et vendeurs de crack ont été expulsés dans leur pays d'origine, 34 dans un pays d'Afrique subsaharienne, 3 autres dans un pays du Maghreb. À l'inverse, 49 autres clandestins sont toujours dans un centre de rétention administrative. L'objectif est donc pour l'instant à moitié rempli. Pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur entend expulser tous les délinquants étrangers qui constituent un trouble à l'ordre public. Il a aussi fixé un but ambitieux à Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, celui d'éradiquer le problème du crack dans la capitale avant les Jeux Olympiques de 2024. Là encore, tout n'est pas réglé, reconnaît un haut fonctionnaire. Le problème risque de se déplacer dans d'autres quartiers, voire de l'autre côté du périphérique, poursuit une source policière. Force est de constater qu'aujourd'hui, toxicomanes et dealers restent enquistés dans le nord-est parisien, et ce, malgré une présence policière renforcée dans la durée. William Molinier. C'est la grande inquiétude pour cet hiver. La France se prépare aux coupures d'électricité. La première ville touchée, ce sera Paris. C'est un symbole, c'est aussi une volonté du gouvernement, ne pas donner l'image d'une ville privilégiée par rapport aux autres régions. Paris devra aussi subir des coupures si besoin, mais ça, c'est sur le papier. Dans les faits, Baptiste Morin, délester la capitale sera sans grande conséquence pour ses habitants. Oui, c'est un casse-tête pour le gouvernement. Paris concentre tant de sites prioritaires, hôpitaux, prisons ou encore commissariats. Et le réseau électrique parisien est si dense que seulement 17% de la consommation y est délestable. À titre de comparaison, la part est de 62% en moyenne en France. Paris a donc près de 4 fois moins de risques d'être délesté. Le ministère de la Transition énergétique répond que de nombreux services situés à Paris profitent à toute la France, mais le gouvernement redoute que cette situation n'attise l'opposition entre la capitale et les régions, à tel point qu'une source proche de l'exécutif nous confie que symboliquement, la région parisienne sera parmi les premières à subir des coupures en cas de tension sur le réseau électrique. La stratégie, délester les départements autour de la capitale pour montrer que Paris
ne bénéficient d'aucun traitement de faveur. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Alors, vous l'avez donc compris, délester Paris, ce sera surtout délester la banlieue. Elisabeth Borne dévoile ce matin chez nos confrères du Parisien les contours de ce qu'elle souhaite être la future réforme des retraites. Premier enseignement, l'âge légal de départ va bien reculer. Ce sera 65 ans dès 2031. Cela concerne la génération née en 1961 et après. Autre mesure, les régimes spéciaux comme ceux de la RATP ou de la Banque de France, les futurs embauchés n'y auront pas droit. Ils seront affiliés au régime général. Présentation définitive de cette réforme le 15 décembre. Tous les détails dans le journal de 8h. Et en matière de retraite, l'Assemblée nationale assouplit certaines règles pour les agriculteurs. Le texte porté par les Républicains et voté à l'unanimité offre un droit à la retraite pour les non-salariés agricoles, notamment les chefs d'exploitation et leurs conjoints. Le calcul se fera sur les 25 meilleures années et non plus sur l'intégralité de leur carrière. Autre texte adopté, celui sur les violences conjugales. Il crée une juridiction spécialisée en violences intrafamiliales. Proposition de loi défendue par Aurélien Pradier, le député du Lot dans la course à la présidence du Parti des Républicains. Et comme pour ses deux adversaires, nous l'avons accompagné dans la dernière ligne droite de sa campagne. Le plus jeune des trois prétendants croit en ses chances. Reportage Alexandre Chauveau. À la descente de sa moto-taxi, le pas est pressé. Aurélien Pradier s'apprête à effectuer sa 78e réunion publique en 3 mois. La campagne touche à sa fin et plus que jamais, chaque voix compte. On est dans la période où on convainc. Et une campagne, c'est toujours passionnant, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la dernière minute. Les rangs sont un peu plus clairsemés que l'avant-veille pour la réception de Bruno Retailleau, mais l'accueil est chaleureux. Aurélien Pradier déroule son discours pendant près d'1 heure. Il sait qu'il n'est pas forcément favori, mais se plaît à déjouer les pronostics. J'ai toujours gagné lorsque je n'étais pas favori. Et donc pour tout vous dire, la situation que je connais aujourd'hui me va plutôt bien. J'ai l'impression que l'histoire peut se reproduire. Le Benjamin de la compétition fait de sa jeunesse un atout et veut incarner le renouveau d'un parti qui ne séduit plus. Nous avons besoin de panache, de sourire, de donner envie. Tout cela n'est pas un détail. C'est peut-être même l'essentiel. Et parmi les thèmes que le député du Lot veut imposer à droite, les violences intrafamiliales. À l'issue de sa réunion, Aurélien Pradier retourne à l'Assemblée pour y défendre sa proposition de loi en faveur de la création d'une juridiction spéciale pour ce type de violence. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 et premier tour de ce scrutin prévu ce week-end. La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Europe 1, radio officielle. Et oui, la surprise de la soirée à Doha au Qatar, c'est l'élimination, personne s'y attendait, de l'Allemagne. Ah oui, soirée à suspense dans ce groupe E. Les Allemands ont battu le Costa Rica 4-2, mais la victoire du Japon sur l'Espagne a enterré leurs espoirs de qualification. Il fallait avoir le cœur bien accroché, Martin Lange, les rebondissements n'ont pas manqué. 10e minute de jeu, l'Allemagne ouvre le score contre le Costa Rica. 2 minutes plus tard, l'Espagne en fait de même face au Japon par l'intermédiaire de l'inévitable Alvaro Morata. Sa tête Alvaro Morata, ouverture du score de l'Espagne, signé Alvaro Morata. À la mi-temps, l'Espagne est première et l'Allemagne deuxième. Le Japon peut dire adieu au Qatar, mais coup de tonnerre. En l'espace de 3 minutes, les Nippons vont complètement renverser la situation. Oh, c'est manqué, ça revient. Et encore une fois un but. Le 2 à côté japonais, c'est pas possible. Un but qui va faire parler puisque le ballon était vraisemblablement sorti des limites du terrain. Mais le Japon passe devant 2-1 alors que l'autre match devient complètement dingue. Le Costa Rica égalise puis passe devant. L'Allemagne se réveille enfin et gagne 4-2. Mais c'est trop tard, la Mannschaft est éliminée pour la seconde Coupe du Monde d'affilée. Elle ne verra pas les 8e de finale. Martin Lange, c'est vrai que ça c'est la surprise de ce premier tour. Il y en a toujours une dans un mondial. Une mauvaise et une bonne. Fin de la phase de groupe, ce sera donc aujourd'hui. Et le journal de la Coupe du Monde, rendez-vous 8h30 avec Jean-François Pérez en direct de Doha. Europe 1 radio officielle de ce mondial. Merci Christophe Lamar, je vous souhaite un excellent week-end.